Nous voilà dans la dernière ligne droite de ce briefing qui va concerner la technique de navigation en vol. Alors souvenez-vous, j'avais introduit ce briefing en vous disant que la navigation VFR, c'est 90% de préparation. Ça, je crois que vous l'avez bien compris avec tout ce qu'on a vu avant. Et donc, la navigation VFR, c'est 10% en vol. Et dans ces 10% en vol, c'est essentiellement de la technique de navigation. Alors, la base de la base, c'est de voler précisément un cap et un timing. Et de corréler au vol du cap et du timing une lecture de carte. J'insiste sur l'importance de voler précisément un cap et un timing. C'est tellement vrai que si on était capable de voler des caps parfaits avec des timings parfaits, en fait, on n'aurait plus besoin de naviguer. On n'aurait même plus besoin de lire sa carte, puisqu'à ce moment-là, l'avion survolerait un point tournant et il se lancerait avec un cap parfait et un timing parfait dans le nouveau leg de navigation. Et tout simplement, à l'écoulement du timing parfait, l'avion serait de facto pile au-dessus du point tournant suivant, et ainsi de suite pour les autres legs. Donc plus besoin de naviguer. Malheureusement, on n'est pas capable de voler des caps parfaits, des timings parfaits, et c'est donc pour ça que la navigation reste une charge pour le pilote en vol. Ok, alors pratiquement, pour vous expliquer la navigation en vol, j'ai imaginé en fait deux legs, à savoir un premier leg qui a une route qui va vers le nord, avec un point tournant, et ce point tournant va être le début d'un deuxième leg de navigation. Deuxième leg de navigation qui va vers l'est. Et donc, l'idée va être d'analyser ce qu'on va faire lorsqu'on se rapproche du point tournant, ce qu'on va faire lorsque l'on passe au-dessus du point tournant, et ce qu'on va faire une fois qu'on a passé le point tournant. Alors, tout d'abord, lorsque l'on est sur un leg de navigation, eh bien, l'idée va être de faire ce qu'on appelle le HAT, H-A-T. L'idée est de rappeler quel va être le cap à voler pour le leg suivant, quelle va être l'altitude à voler pour le leg suivant, ainsi que le timing pour le leg suivant. Donc l'idée est d'être dans un esprit de next step, c'est-à-dire d'éviter d'arriver au-dessus du point tournant et de se demander, tiens, c'est quoi le cap que je dois voler, et du coup de cafouiller lorsque vous êtes au-dessus du point tournant. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, on exécute le HAT, si possible, en collant tout haut les choses. Donc, next heading, 0900, next altitude, 2000 feet, next timing, 35 minutes, par exemple. Ok, alors, on a fait le HAT, et à un moment donné, lorsque l'on vole vers le point tournant, il y a un moment donné où on va devenir visuel, donc on va voir, identifier le point tournant en question. Alors, si on a la chance de visualiser ce point tournant relativement en amont, eh bien, il est vivement conseillé d'exécuter ce qu'on appelle un maneuvering turn. C'est ce que j'ai dessiné en fait en gris pointillé. Et c'est ce que, si possible, on va exécuter réellement. Alors, c'est quoi un maneuvering turn? En fait, un maneuvering turn, c'est une manœuvre qui va consister à déplacer votre avion de sorte à survoler le point tournant en étant déjà aligné avec la route suivante. Donc l'idée est en fait de survoler le point tournant en étant déjà établi sur le cap à voler pour le leg suivant.
c'est important d'exécuter ce maneuvering turn. Pourquoi? Pour éviter en fait l'erreur due au rayon de virage. En fait, si vous faites pas de maneuvering turn, par exemple, si vous allez jusqu'au point tournant et que seulement en étant au-dessus du point tournant, vous tournez sur le cap suivant, du fait du rayon de virage, vous allez décaler par rapport à votre route. Donc c'est pour éviter ça. Maintenant, le maneuvering turn est utile lorsque vous avez un changement conséquent de direction. Alors c'est quoi un changement consistant de direction? C'est lorsque le changement de direction entre votre leg actuel et le leg suivant est de 30 degrés ou plus. Alors à ce moment-là, on va faire un maneuvering turn. Si c'est moins de 30 degrés, le changement de direction est tel, le virage est si faible qu'en fait l'erreur due au rayon de virage est négligeable, donc pas besoin de se tracasser avec ce maneuvering turn. Alors, ce maneuvering turn, il n'y a pas de règle dans la manière de l'exécuter, c'est-à-dire que si vous êtes visuel suffisamment tôt, vous allez faire ce que j'ai fait ici en gris. Par contre, si vous avez eu un peu de mal à visualiser votre point tournant et que vous voyez votre point tournant un peu tard quand vous êtes presque au-dessus, ne vous embarquez pas dans des manœuvres de virage serré pour faire ce maneuvering turn, c'est pas nécessaire. Rien ne vous empêche de remonter, de dépasser le point tournant et de faire un virage dans un autre sens, de sorte à ce que finalement l'avion survole le point tournant en étant déjà établi sur le cap suivant. C'est juste ça l'objectif, ça va? Deux points de prudence en ce qui concerne l'exécution du maneuvering turn. C'est évidemment le lookout avant d'incliner, comme toujours, voir s'il n'y a pas d'autre trafic. Surtout parce que votre attention va être prise par le fait de visualiser votre point tournant, de visualiser sur votre gyro le cap désiré pour le leg suivant. Donc faites attention aux collisions, ça c'est un point de prudence. Deuxième point de prudence en ce qui concerne l'exécution des maneuvering turn, c'est que soyez bien conscient que un éventuel avion qui serait derrière vous peut ne pas s'attendre à ce que vous fassiez un maneuvering turn. Et donc, il y a danger, notamment lorsque le point tournant en question serait par exemple le point de sortie d'une CTR. Imaginons c'est le point de sortie d'une CTR. Et vous faites une sortie de zone. Et vous êtes un avion qui vole lentement. Et vous avez juste derrière vous un autre avion qui a décollé et qui lui vole plus vite que vous. Si vous faites un maneuvering turn, en fait l'avion qui est ici, l'avion qui vole plus vite que vous et qui ne s'attend pas à ce que vous fassiez ce maneuvering turn, il ne s'attend pas à ce que vous reveniez sur le point une fois que vous avez viré à gauche. Et donc là vous avez un danger réel de collision. Donc je vais dire faire le maneuvering turn pour faire un maneuvering turn lorsque vous sortez de zone, je ne le vous conseille pas. Et en plus de ça, l'ATC ne s'attend pas non plus à ce que vous fassiez une telle manœuvre. Ok, donc gardez les maneuvering turn lorsque vous êtes en dehors des sorties de zone. Ok. Ensuite, lorsque l'on survole le point tournant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le tarif. Alors, il y a différents moyens mémotechniques qui en fait couvrent en général les mêmes actions. Dans le cas du tarif, c'est quoi? C'est T pour timing, donc lancer le chrono lorsqu'on passe le point tournant. H pour heading, est-ce que l'avion est sur le bon cap? Alors a priori, si on a bien exécuté le maneuvering turn, l'avion est normalement déjà établi sur le bon cap. Mais bon, l'idée est de cross-checker, de vérifier que l'avion est sur le bon cap et au besoin d'ajuster. Le A pour altitude, je l'ai mis entre parenthèses parce que l'idée c'est quoi? C'est de vérifier son altitude.
mais c'est aussi de rappeler et d'exécuter, si besoin, un changement éventuel d'altitude pour donc un changement éventuel. Donc j'ai mis entre parenthèses le A. Ensuite, on a le R de radio. C'est faire un call radio, s'il y a un call radio à faire, mais c'est aussi setter, préparer la fréquence suivante dans le champ stand-by de la radio. C'est aussi tuner, préparer les éventuelles fréquences VOR, si vous utilisez un VOR pour une cross radiale ou pour faire un tracking par la suite dans le vol. Donc les radios, c'est pas seulement faire des calls radio, les radios, c'est aussi préparer ces fréquences suivantes. Le I pour Instruments, ça va être notamment de vérifier l'alignement du gyrodirectionnel avec la boussole. Je l'ai mis entre parenthèses, pourquoi? Parce que ce n'est pas le pilote qui décide quand est-ce qu'il aligne son gyro, c'est l'atmosphère qui décide quand est-ce qu'on aligne le gyro. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, c'est parce que c'est pas parce que vous arrivez au I du tarif que d'office maintenant vous devez aligner votre gyro. Parce que si vous l'alignez alors que l'atmosphère est turbulente, vous allez faire pire que mieux. On va y revenir. Le F de fuel. Alors le F de fuel, ben, c'est deux choses. C'est tout d'abord faire un éventuel transfert de fuel ou changer de réservoir en fonction de l'avion. Et c'est également lire la quantité de fuel restante, de sorte à vérifier la quantité de fuel restante vis-à-vis du fuel minimum qui devrait rester à ce stade-ci du vol. Souvenez-vous, je vous ai expliqué ça longuement lors de la préparation, quand on préparait le navloc. Et enfin, le F de fill the lock, ben, c'est remplir son navloc avec quoi? Avec le temps estimé, l'ETA, Estimated Time of Arrival, au-dessus du point suivant. Donc pour ce lexi, imaginons on mettait 35 minutes et on a survolé le point tournant à 10, eh ben, on aura un Estimated Time of Arrival de 45. Et c'est également remplir le navloc avec la quantité de fuel restante et donc de directement comparer la quantité de fuel restante vis-à-vis du minimum fuel. Ok. Alors, en ce qui concerne l'exécution du tarif, c'est très important d'exécuter le tarif de manière respectueuse des priorités de vol. Alors, la règle, la prioritisation en vol, c'est voler, naviguer, et ensuite communiquer et faire les checks. Fly, navigate, communicate, and manage ou check. Trop souvent, une common mistake que je constate chez certains élèves, c'est cette obsession de devoir exécuter le tarif comme un flux continu. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'il ne faut pas faire là, c'est ok, on lance le timing, on ajuste éventuellement son cap pour voler le bon cap, on fait un changement d'altitude si on a un à faire, on fait son call radio, on chipote au radio pour mettre les fréquences suivantes, ensuite on prend du temps pour aligner son gyro, ensuite on considère le fuel, ensuite on complète son navloc, enfin bref. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire exécuter le tarif tout d'une traite. Et tout d'une traite, ben, ça peut prendre facilement 1, 2, voire 3 minutes. Et donc pendant ces 1, 2, 3 minutes, en fait, on ne regarde pas du tout où l'avion va. Et en fait, une fois qu'on a fini de faire le tarif, on relève la tête et là, en fait, on ne sait pas où est l'avion. Voilà, désolé, l'image part chaque fois. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va exécuter le tarif de manière respectueuse des priorités. C'est très important. Alors,
Le T pour timing. Eh bien, le T pour timing, c'est lancer le chrono pile au-dessus du point tournant. Donc, il faut arrêter de lancer le chrono un petit peu avant ou un petit peu après le point. Non, on lance le chrono pile au-dessus du point, pas un peu avant ou pas un peu après. C'est gratuit, ça ne coûte rien de le lancer pile au-dessus du point. On évite comme ça une erreur dans le timing. Souvenez-vous, la précision du cap, la précision du timing. Le H pour heading. Donc, si on a bien fait le maneuvering turn, a priori, on est déjà sur le cap à voler pour le leg suivant. Mais au besoin, on ajuste sa direction pour être sur le bon cap. Et puis vient un moment très important. C'est pour ça que j'ai mis une barre comme ça, avec un petit œil. C'est que il faut interrompre le tarif après time et heading. On interrompt le tarif après time et heading. Stop. On arrête le tarif. Et on arrête le tarif pourquoi? On arrête le tarif pour se repérer dans le leck avec au moins un point de référence. C'est très important. Alors, il ne s'agit pas à ce stade-ci de faire de la navigation de précision. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est visuellement se repérer dans le leck, c'est-à-dire confirmer qu'on a lancé l'avion dans la bonne direction et en fait savoir où on va. Alors, si on a fait une révision mentale de la route au préalable, eh bien, on sait d'avance que on va avoir, juste après le point tournant sur notre gauche, un champ éolien. Et donc, si on a ce champ éolien en vue, ben c'est bon, on est repéré dans le leg, mais il faut le faire. Donc, ok, on passe le point, tic, time, pile au-dessus du point, heading, c'est correct, stop, on arrête le tarif et on se repère dans le leg. Est-ce qu'on a un champ éolien sur notre gauche? Oui, non? Si oui, tant mieux. Si pas, c'est peut-être qu'on n'est pas dans la bonne direction, c'est peut-être qu'on a fait une erreur quelque part. Ça va? Donc, on interrompt le tarif après time et heading. Et puis le A de l'altitude, j'en ai déjà parlé, est-ce qu'on a un changement d'altitude à faire ou pas? Ça va? Et donc, en fait, en prioritisant time, heading, suivi de altitude, en fait, on vole et on navigue jusque-là. Donc, on respecte la prioritisation. Ensuite, on a le R de radio. Ben ça, dans l'ordre des priorités, c'est de la communication. Donc, oui, ça vient après. Donc, R de radio, j'en ai déjà parlé, c'est faire un call, c'est préparer les fréquences suivantes s'il y en a, et c'est également s'occuper de la radionavigation. Et ça, j'ouvre une petite parenthèse, c'est très dommage, mais 99% du temps, quand les élèves préparent de la radionavigation, comme une cross radiale, 99% du temps, finalement, en vol, ils ne l'utilisent pas. Alors, autant rien préparer du tout, si c'est pour ne quand même pas l'utiliser. Donc, il faut penser à la radionavigation. Si on a prévu de l'utiliser, autant le faire. Quoi. Alors, le I de Instruments. Donc, l'alignement gyroboussole. C'est pas le pilote qui décide quand est-ce qu'il aligne son gyro, c'est l'atmosphère qui décide quand est-ce qu'on aligne le gyro. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, c'est parce qu'en fait, le I, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'aligner son gyro avec la boussole lorsque l'atmosphère est calme. Et donc, en fait, il faut constamment avoir ce réflexe naturel de dire « Ah, l'atmosphère est calme depuis 3-4 secondes, ok, je vais en profiter pour aligner mon gyro. » Il faut essayer d'avoir cet automatisme-là. Et donc, voilà, imaginons l'atmosphère est calme depuis 3-4 secondes, ok, on va aligner le gyro. Dans la manière dont vous vérifiez l'alignement gyro-boussole et que, au besoin, vous réalignez votre gyro s'il y a une différence entre la boussole et votre gyro, c'est qu'il faut être très sharp et rapide dans l'exécution de cet alignement gyro-boussole. En fait, si vous êtes trop lent, trop mou, en fait,
si vous prenez trop de temps déjà pour lire le cap sur la boussole et puis pour l'aligner, eh ben, l'atmosphère, si ça dit, va redevenir turbulente, ou alors vous allez donner un input parasite au niveau latéral, et donc en fait finalement vous allez de nouveau déstabiliser votre boussole. Donc ce que je veux dire, c'est que pour aligner bien un gyro, il faut déjà sentir que l'atmosphère est calme, et à ce moment-là il ne faut pas traîner, hein. C'est tac, 1 seconde pour lire le cap et 1 seconde pour aligner votre gyro. Si vous commencez à chipoter, à être hésitant, c'est foutu. C'est foutu. Alors autant ne pas l'aligner, quoi. Parce que en alignant mal un gyro, en fait, on fait pire que mieux. Alors autant ne pas l'aligner, alors, à ce moment-là. Ça va, donc? L'atmosphère est calme. Ok, top. Cap 0,90, tac 0,90. De manière très nette et tranchée. Le F de fuel, j'ai déjà expliqué, et file lock, je vous ai déjà expliqué. Et donc en fait, le IFF, finalement, en fait, ce sont des checks. Et donc, si on analyse la chose, en effet, fly, navigate, communicate et checks. Encore une précision, au niveau de la gestion de ce workload, c'est que il faut constamment en fait voler et naviguer. Lorsqu'on exécute le tarif, il faut continuer à voler et naviguer. Et donc ça veut dire qu'en fait, entre chaque lettre, vous devez de manière cyclique vous interrompre pour continuer à regarder dehors, à vous repérer avec des points de référence. Ça va? Donc voilà, ok, on vole, on navigue, on a fait les radios, on a fait son call radio. Stop! Avant de tout de suite sauter sur la lettre suivante, interrompez-vous de sorte à chaque fois revenir sur la partie vol, c'est-à-dire est-ce que je vole bien ma vitesse, mon cap, mon altitude, et sur la partie navigation. Est-ce que je navigue, est-ce que j'ai mon point de repère suivant en vue ou pas? Ça va? Donc, en fait, ce qu'il faut éviter, il faut éviter de ne plus voler et de ne plus naviguer pendant trop longtemps. C'est-à-dire d'être absorbé sur faire un call radio en étant prêt à faire le call radio pendant 30 secondes et en ne faisant rien d'autre que ça. Non, il faut essayer de cycler rapidement ces actions et de éviter d'être pendant trop longtemps à ne plus naviguer, plus voler. Donc c'est une common mistake, hein. C'est souvent quand on doit faire un call radio par exemple, parfois ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde sur la fréquence qu'on veut contacter. Il y a du monde sur la fréquence. Et parfois, ce qu'on voit en vol, c'est des élèves qui restent comme ça, être prêts à faire le call radio, et on attend de faire le call radio. Et s'il faut attendre pendant 5 minutes de faire le call radio, on va rester à ne rien faire pendant 5 minutes parce qu'on est obsédé à l'idée de faire le call radio. Mais non! Tant pis, s'il y a trop de monde sur la fréquence, on laisse ça de côté et on réessayera plus tard. Et donc, on doit continuer à voler et à naviguer. Ça va? On fait le I, on a aligné son gyro avec la boussole. Ok, on ne va pas tout de suite plonger sur le fuel et find a log. Non, stop, on s'arrête pour de nouveau revoler, naviguer. Et ainsi de suite. Ça va? Donc voilà. Alors, on va revenir sur la carte. Voilà. Alors, j'ai repris la carte pour un peu aller plus loin dans l'utilisation du timing, la manière de chercher les points de repère, etc. Alors, première chose, c'est que vous voyez notre premier leg, le leg numéro 1, avant le point tournant, il est ici maintenant. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'il faut faire en vol, à savoir qu'il faut toujours tourner sa carte dans le sens de la marche, de sorte à ce que ce qui est la gauche et la droite sur la carte correspondent réellement à ce qui est la gauche par rapport à l'avion et la droite à l'extérieur. Donc, on vient de tourner notre carte dans le sens de la marche. Enfin, on l'a fait un petit peu avant de passer le point tournant, hein, puisqu'on anticipe toujours. Alors, on a fait notre maneuvering turn et on passe pile au-dessus du point, top, on lance le chrono pile au-dessus du point. On ajuste au besoin notre direction pour être sur le bon cap.
Et puis, comme je vous ai dit, on interrompt le tarif de sorte à se repérer avec au moins un point de repère dès le début du deck. Alors, qu'est-ce que on doit voir? On sait que sur notre gauche, au début du deck, on est censé avoir un champ éolien. On a le champ éolien? Oui, ok, parfait, tant mieux. On est donc repéré, même de manière grossière, mais au moins on est repéré dans le deck. On sait que la situation est logique et qu'on n'est pas dans une mauvaise direction. Si on ne voyait pas du tout le champ éolien, là alors c'est qu'il y a des questions à se poser. On a peut-être fait une erreur, tourné dans une mauvaise direction, enfin, soit. Voilà. Donc, on se repère dans le deck après time healing. Et puis par la suite, en fait, on va cycler le reste des actions du tarif, mais chaque fois en s'interrompant de manière régulière pour revenir sur la partie vol et navigation qui sont nos deux priorités. Ça va? Alors, au niveau de la navigation et en particulier de la lecture de cartes, l'idée c'est de travailler dans l'ordre suivant. On va travailler du timing à la carte vers l'extérieur. C'est-à-dire, eh bien, je vois que à 6 minutes, je suis censé avoir un bois sur ma droite avec une antenne à son pied et dans un troisième temps, on regarde dehors pour repérer ce bois avec cette antenne. Ça va? Donc, du timing à la carte vers l'extérieur. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder dehors des points et puis d'aller sur sa carte pour essayer de les confirmer. Parce que là, vous risquez de faire des amalgames et de penser que vous êtes dans l'erreur alors que peut-être pas. Bref, ce n'est pas la bonne méthode. Ça va? Ok. Alors, en ce qui concerne la visualisation des points de repère, il faut autant que possible être en avance sur son avion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un joueur d'échecs, il faut avoir 2 à 3 coups d'avance dans les points de repère qu'on veut voir. Et qu'ici, dès le début du deck, eh bien, on sait qu'à 6 minutes, on veut avoir un bois sur notre droite. On sait qu'un peu plus tard, à 9 minutes, on veut voir une abbaye. Et on sait que encore un peu plus tard, enfin, beaucoup plus tard même, à presque 18 minutes, on voudra voir une nationale qui coupe notre track de manière assez rectiligne. Ok, et donc ça c'est l'idée. Donc ce qu'il faut éviter évidemment c'est d'être en fait au même niveau que son avion et de découvrir les points au moment où l'avion passe ses points. Ça va? Donc ayez de l'avance. Autre élément essentiel, c'est autant que possible regarder loin devant soi pour repérer le plus tôt possible les points de repère. Par exemple, vous venez de débuter le leg et la visibilité est très bonne. Et vous voyez déjà au loin et dans la bonne direction l'abbaye et vous confirmez que c'est la bonne abbaye. Eh bien, c'est tout bénef pour vous en fait, parce qu'au plus tôt vous voyez et que vous confirmez un point en avant de votre position, au plus vous vous achetez du temps horizontalement. En fait, vous vous offrez du temps puisque dès que vous avez repéré un point de repère et qu'il est confirmé, au plus loin devant vous, eh bien, vous ne devez plus naviguer. Donc, si vous avez l'abbaye et que vous la confirmez dès le début du deck, en fait, pendant tout ce temps-là, vous pouvez faire plein d'autres choses. Par exemple, continuer le tarif avec le R de radio, le I de instruments, etc. Ça va? Donc, essayez de vous acheter du temps pour en fait vous décharger de la navigation en repérant suffisamment tôt les points de repère. Un petit mot pour un peu détailler le timing. Alors le timing, c'est un des ingrédients de base de la navigation. Et le timing, en fait, il a plusieurs casquettes.
Alors la première casquette du timing, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on va travailler du timing à la carte au sol. Mais ce timing va donc permettre quoi? Tout d'abord, le timing permet de rappeler et de nous faire anticiper la recherche d'un point de repère. Donc, par exemple, on sait qu'à 6 minutes, on est censé passer à côté d'un bois avec une antenne. Eh bien, en vol, on essaye de regarder au loin, mais on ne trouve pas le bois. Et puis, il est 4 minutes, et puis il est 5 minutes. Ben, quand on arrive plus ou moins au moment où on est censé voir le bois, en fait, le timing nous incite à chercher et donc à confirmer au bon moment un point de repère. Ok? Donc ça, c'est une casquette du timing. La deuxième casquette du timing qui est directement liée à ce que je viens d'expliquer, c'est que du coup, le timing permet de confirmer un point de repère. Par exemple, vous avez plusieurs bois le long de votre lek. Et il y a 2 de ces bois qui ont plus ou moins la même forme. Et vous passez à côté d'un bois. Vous dites, oh tiens, ça a l'air d'être le bois que je suis censé voir. Eh bien, vous confirmez, oui, en effet, le timing est cohérent. Je suis bien à 6 minutes, et donc, le bois est correct. Ça va? Donc, le timing permet d'anticiper la recherche des points de repère, et par la même occasion, de confirmer ces points de repère, du coup. Une troisième casquette du timing, c'est que le timing va permettre, lorsque l'on a peu ou pas du tout de points de repère, d'estimer grossièrement notre position dans le leg. Par exemple, ici, après avoir passé l'abbaye, en fait, on n'a plus beaucoup de points de repère jusqu'au moment où on croise la fameuse nationale. Et donc, à ce moment-là, le timing va permettre quoi? Il va permettre d'estimer notre position. Donc, vous voyez, on n'a plus de points de repère après 9 minutes. Et donc, on voit qu'on est à 13 minutes 30. Eh bien, 13 minutes 30, c'est pile à là. C'est pile entre 12 et 15. Ok, je suis à 13 minutes 30, ben donc on est là, quoi. Ok, donc là, le timing permet de nous repérer, de savoir où est-ce qu'on en est. Quoi d'autre? On vole, on passe les 15 minutes et on utilise le timing dans le sens de l'anticipation des points de repère. On sait que vers 17 minutes, notre route est censée couper, enfin notre track, pardon, est censé couper une nationale. Lorsque vous avez des points de repère comme des routes ou des lignes de chemin de fer, et que ces routes, lignes de chemin de fer ou autres points de repère sont assez longilignes et rectilignes, une manière de confirmer ces points, c'est de visuellement voir comment est-ce que cette nationale coupe notre track sur la carte, et de confirmer qu'en effet, extérieurement dehors, la nationale spatialement se dispose pour couper notre route au visuel dehors de la même manière. Ça va? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de reporter ça sur votre gyro. Alors souvenez-vous, dans notre scénario, notre route pour le leg, ici, c'était une route 0,90, hein, mais on a tourné notre carte dans le sens de la marche. Ben, c'est une route 0,90. Donc, en gros, cette nationale ici, qui est rectiligne, elle est axée dans cette direction-ci, plus ou moins combien? Ben, si le nord est là, ça va être, dans ce sens-ci, ça va être du 0,30. Et dans ce sens-ci, du 210. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est, lorsque vous traversez cette route, la confirmer en disant, en la voyant dehors et en la rapportant
au niveau de son orientation sur votre gyrodirectionnel. Et vous pouvez faire de même avec d'autres points de repère qui sont longilignes dans l'espace. Ensuite, on croise une rivière. Ben, cette rivière, on ne la croise pas n'importe où. Vu qu'on a fait une révision mentale de la route, on sait pertinemment bien à l'avance où est-ce qu'on croise cette rivière. Donc, où est-ce qu'on la croise? Ben, on la croise à un endroit où on va être juste à droite d'une courbe presque à 90 degrés de la rivière. Tandis que sur notre droite, le changement de direction de la rivière est beaucoup plus doux. Vous voyez? Et donc ça, il faut le savoir avant le vol, hein, mais on ne va pas revenir sur la préparation. Essayez de profiter autant que possible du croisement de certains points de repère pour confirmer votre position. Exemple. Exemple ici, on va rester là où on était, c'est que votre track coupe la rivière en étant légèrement à droite de l'endroit où la rivière fait un angle de quasiment 90 degrés. Mais il faut donc en vol que vous passiez à cet endroit-là si vous êtes bien sur votre track, sur votre route. Si par contre vous êtes décalé, si vous voyez par exemple que vous passez à l'endroit ici où vous avez une route nationale qui passe au-dessus de la rivière, vous voyez, vous savez que vous êtes décalé d'autant de nautiques à gauche. Ça va? Enfin, comment est-ce qu'on va confirmer un point de repère? Alors, on confirme un point de repère de 3 manières. On confirme le point de repère, tout d'abord, la base de la base avec le timing. Donc par exemple, ici, à 6 minutes, on est censé avoir un bois. En effet, on est à 5 minutes 45. Bon, le timing n'est pas parfait, mais donc le timing est cohérent, et dans ce cas-là, il va confirmer qu'en effet, c'est le bon bois. Donc on confirme les points avec le timing. Autre manière de confirmer des points, c'est de confirmer les points avec les points avoisinants. Par exemple, ce bois-ci, il a la particularité d'avoir une antenne juste à côté. Est-ce qu'il y a une antenne? Oui. On confirme que c'est le bon bois dans ce cas-là avec des points avoisinants. Troisième manière de confirmer un point de repère, c'est via la radionavigation avec l'utilisation notamment des crosses radiales, mais ça, on ne va pas en parler ici. Voilà. Quoi d'autre au niveau du vol? Évitez de chercher les points de repère uniquement du côté gauche de l'avion quand vous volez à gauche. Ça, c'est une des common mistakes. Autre common mistake, mais j'en ai déjà parlé, c'est de ne pas regarder suffisamment loin. Parce que n'oubliez pas que si vous regardez de manière trop tardive, si vous cherchez visuellement de manière trop tardive les points de repère, en fait ces points de repère, s'ils sont à proximité de votre route, ils vont disparaître sous le capot moteur, visuellement, dehors. Donc c'est une raison pour regarder les points de repère, les chercher en tout cas suffisamment tôt. Autre common mistake, c'est de rester obsédé par la visualisation d'un point de repère qu'on aurait dépassé sans le voir. Du style, à 9 minutes, on n'a pas vu l'abbaye, et on continue à se gratter la tête après 10 minutes, à chercher l'abbaye, après 11 minutes aussi. À un moment donné, c'est bon, il faut être capable de faire le constat qu'on est peut-être passé à côté d'un point sans le voir, et de continuer à chercher les autres. Ok? Alors,
Au niveau de la correction, des corrections à appliquer à notre cap dans le cas où on constate une déviation par rapport à notre route. Par exemple, ici vers 17 minutes, vous êtes censé couper votre national, mais vous visualisez qu'en fait vous êtes occupé à passer quasiment au-dessus de l'endroit où vous avez un croisement ici de deux nationales. Donc clairement, vous êtes à gauche de votre route. Alors, pour corriger cette route, il existe une technique qui est en fait liée au drift line et que je vais expliquer plus tard dans la vidéo. Maintenant, pour être vraiment honnête, depuis 15 ans que je donne de l'instruction, je crois que je peux dire jamais, vraiment jamais, jusqu'à présent, vu un élève utiliser la technique de correction liée au drift line pour revenir sur sa route. Malgré le fait que ce soit bien expliqué dans les bouquins et que ce soit bien briefé. Jamais les élèves n'utilisent ça. Donc voilà. Et pour être honnête, moi, à partir du moment où l'élève corrige de manière cohérente, même si c'est pas lié à une technique académique comme les drift lines, si la personne corrige correctement pour revenir sur sa route, ça ne me pose pas de problème en fait. Donc pour ça, flexibilité. Ben, c'est quoi corriger sereinement pour une erreur par rapport à notre route? Donc ici, on a vu qu'on était trop à gauche. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est faire des corrections abruptes en retournant presque à 90 degrés vis-à-vis de la route initiale, parce que là, vous risquez de zigzaguer, de la dépasser, de vous perdre. Donc quand vous faites des corrections, des petites corrections. Des petites corrections, de quoi c'est 5, 10, peut-être 15 degrés pour revenir sur votre route. Un point important, c'est lorsque vous corrigez pour revenir sur votre route, c'est de ne pas oublier que vous êtes occupé à corriger pour revenir sur votre route. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent, c'est, ok, on corrige pour revenir sur la route, mais en fait, on oublie qu'on était occupé à prendre un cap correctif pour revenir sur la route, et on dépasse notre route, et finalement, on se perd, mais de l'autre côté. Donc, faites attention à ça. Une fois que vous êtes de retour sur votre route, eh bien, il va falloir considérer un cap correctif pour le reste du lek. Point important, c'est que à partir du moment où le cap que vous aviez calculé initialement n'a pas été confirmé comme étant erroné, il n'y a aucune raison de ne pas voler ce cap. Et c'est particulièrement vrai dans le cas où vous êtes dans une zone où vous avez moins de points de référence. Si vous êtes dans une zone où vous avez moins de points de référence, tenez-vous-en bien à votre cap calculé. Voilà, donc première parenthèse qui concerne la tenue du lock de navigation avec les timings de vol, que ce soit l'estimated elapsed time ou l'estimated time of arrival. Ok, alors j'ai schématisé une situation sur cette image ici, avec donc un avion qui vole sur l'image du bas vers le haut, donc un point tournant en bas de l'image vers un point tournant au-dessus de l'image. J'ai dessiné le track de navigation en noir, les drift lines en rouge, ainsi que les time ticks en rouge. Alors, l'idée du log de navigation, c'est de tenir à jour le temps estimé d'arriver au point suivant. Pour deux aspects. Le premier, c'est que en réestimant le temps d'arrivée
au point suivant, en fait, vous modifiez votre utilisation du timing vis-à-vis de la recherche visuelle des points de référence. Donc, si vous avez du retard par rapport à votre timing calculé avant le vol, eh bien, vous savez que les différents points que vous allez chercher au fur et à mesure du leg, eh bien, vous allez les voir a priori plus tard. Donc, il y a déjà un aspect au niveau de la recherche des points de référence. Et l'autre aspect, c'est évidemment l'impact que ça peut avoir sur le fuel avec la possibilité d'une diversion. Alors évidemment, ce genre de situation va plutôt se produire lorsque vous avez des longs vols avec une quantité de fuel proche du minimum ou au minimum. Évidemment, à ce moment-là, si vous accumulez dès le début du vol un certain retard, eh bien, à ce moment-là, à l'échelle du vol tout entier, ça peut avoir un impact et éventuellement vous obliger à faire une diversion vers un aéroport en route si vous voyez que vous allez être à court de fuel du fait, par exemple, d'un retard par rapport au temps calculé pour le leg du vol. Ok, alors pour prendre en exemple notre image, on a donc un leg qui dure ici 27 minutes. Et après 9 minutes de navigation, eh bien, vous confirmez par l'intermédiaire d'un point de repère qui se situe lui aussi à 9 minutes, mais vous constatez qu'en fait, vous êtes à 9 minutes 30 et pas à 9 minutes. Donc en gros, vous avez 30 secondes de retard et vous avez ces 30 secondes de retard en étant au tiers du leg. Puisque 9 minutes pour 27 minutes, ça fait bien le tiers. Donc si vous avez 30 secondes de retard au tiers du leg, évidemment pour autant que vous avez volé la vitesse prévue pour le vol et tout ça, hein, et bien donc ça veut dire que le vent, les conditions ont fait que ce que vous avez calculé avant le vol n'était pas à 100% juste. Et donc avec 30 secondes de retard au tiers du leg, eh bien ça veut dire que à la fin du leg, en fait, vous aurez 3 fois cette erreur. Donc vous aurez en théorie 1 minute 30 d'erreur à la fin du leg. Et donc c'est ce que j'ai mis en bleu. Hein. Vous arriverez au-dessus du point tournant à la fin du leg après 28 minutes et 30 secondes. Donc 1 minute 30 de retard. Alors, cette considération vis-à-vis du timing, elle est importante dans la manière dont vous allez rechercher les points de référence. Puisque par exemple, si vous avez un beau point de référence qui était prévu à 18 minutes, eh bien en fait, c'est plus vers 19 minutes, comme je l'ai écrit en bleu, que vous allez le survoler. Donc voilà l'idée. Alors, si on reprend notre navlog, au niveau de la colonne pour les timings, l'idée est de compléter son navlog au fur et à mesure du vol. Alors, tout d'abord, on va noter au niveau take-off time l'heure, enfin plutôt les minutes dans l'heure à laquelle vous avez décollé. Et donc ici, on imagine qu'on a décollé à l'heure et 5 minutes. Et donc notre premier leg, il durait 7 minutes vers le point Sierra, ce qui fait donc un estimated time of arrival de 12 minutes. Ensuite, on vole vers le point Sierra et on constate que on survole le point Sierra pile à l'heure et 12 minutes. Donc en fait, on est à l'heure, tout s'est passé comme prévu. Ensuite, on passe le point Sierra de Charleroi et on vole vers le point Sierra de Liège. Alors, on fait le tarif, hein, time, heading, machin. Et vient le moment des F là qui est à la fin et on vient le moment donc de compléter le navlog. Alors, on constate sur base
du chronomètre qu'on a lancé en passant le point tournant, qu'on a survolé le point Sierra de Charleroi, en effet, à 12 minutes. Et notre lek est censé durer 18 minutes jusqu'au Sierra de Liège. Donc, l'heure 12 minutes plus 18 minutes, donc c'est-à-dire qu'on va arriver à l'heure et 30 minutes. Donc, par exemple, à 12h30. Sauf que, en volant vers le point Sierra de Liège, on constate vers la moitié du lek qu'on a 1 minute de retard. Si on a 1 minute de retard à la moitié du lek, on peut s'attendre que à la fin du lek, on ait 2 minutes de retard. Donc 2 minutes de retard, ce qui veut dire que on peut estimer qu'on arrivera au-dessus du point Sierra de Liège, non pas à 12h30, mais à 12h32. Mais bon, dans Snaploxy, il n'y a pas une colonne pour réécrire un temps révisé d'arrivée au-dessus du point tournant. Donc on garde juste ça dans notre tête. Et en effet, on arrive au-dessus du point Sierra de Liège en constatant qu'on survole le point à 12h32. Et donc on note dans le navlog 32 minutes. Et le ATE, donc Actual Time Elapsed, le temps écoulé réellement, a donc été pour le leg de 20 minutes. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on tient à jour son navlog au niveau des timings. Alors, souvenez-vous que dans la partie précédente, on avait évoqué la problématique de visualiser une erreur de track. C'est-à-dire de constater que l'avion est trop à gauche ou trop à droite du track désiré. Alors, pour corriger cette situation, une méthode qui est très simple et tout à fait valable, c'est de simplement identifier un point de repère le long de votre route désirée ou à proximité de votre route désirée et en fonction de ce point de repère, de diriger votre avion de sorte à revenir sur votre route désirée. C'est un peu une méthode qui ne fait pas appel à des calculs ou quoi que ce soit et qui est tout à fait valable. Et en utilisant cette méthode, évidemment, une fois que vous identifiez que vous êtes revenu sur votre track désiré, eh bien, il va falloir considérer un cap correctif pour le restant du lek. Donc voilà, ça c'est une méthode qui fonctionne très bien et à mes yeux, c'est la plus facile. À côté de ça, dans les bouquins, vous allez trouver une méthode très académique qui consiste à utiliser les drift lines, donc vos lignes de dérive, de sorte à calculer des caps correctifs pour revenir sur votre track désiré et ensuite qui consiste à calculer un cap correctif pour voler le restant du lek. Alors, cette technique, en fait, on peut la séparer en deux. C'est-à-dire que vous avez une méthode valable jusqu'à la moitié du lek. Alors, cette méthode valable jusqu'à la moitié du lek, en fait, la moitié du lek, vous l'identifiez parce que c'est l'endroit où vos drift lines se coupent. Alors, prenons le premier scénario, c'est-à-dire de constater une erreur par rapport à la route avant d'avoir atteint la moitié du lek. Alors, je vous ai mis une image ici. Vous avez en fait une route désirée qui va vers le nord, donc une route désirée de 360 degrés. Et vous avez un vent de 270 degrés 20 nœuds. Vous voyez, j'ai mis une flèche de vent à gauche de l'image. Avant le vol, vous avez calculé un cap magnétique à voler, donc magnetic heading, de 350 degrés. Alors, au départ du lek, évidemment, vous volez avec précision votre cap calculé de 350 degrés. Et puis, au fur et à mesure que vous volez, vous constatez, après 9 minutes, vous voyez, j'ai mis des time ticks en rouge, à 9 minutes, vous constatez que votre avion est trop à droite
de la route désirée. C'est en fait le point en orange fluo que j'ai dessiné. Eh bien, en visualisant la position de l'avion sur la carte, par rapport en fait à votre route désirée et au drift line, vous pouvez à vue estimer en fait l'angle d'erreur, à savoir le drift angle, que vous avez par rapport à votre track désiré. Et bon, à l'estime ici, avec le dessin que j'ai fait, ben, on constate que l'avion est 6 degrés trop à droite de la route désirée depuis le checkpoint d'origine. Donc on est 6 degrés trop à droite. Alors la méthode à appliquer lorsque l'avion se situe avant la moitié du leck consiste à obtenir le cap correctif en doublant l'erreur par rapport au track pendant 2 fois l'estimated elapsed time ou le temps écoulé. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, après 9 minutes, ben, on a constaté que l'avion se situait 6 degrés trop à droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va doubler cette erreur. Donc 6 degrés x 2, ça va faire 12 degrés. On va appliquer cette correction. Eh bien, on va appliquer 12 degrés de correction par rapport à ce cap calculé. Donc 350 degrés dans ce cas-ci, moins 12. Donc 338 degrés. C'est ce que j'ai mis CH pour correctif heading. Et on va voler ce cap correctif pendant le double du temps écoulé au moment où on a constaté l'erreur. Donc on a constaté l'erreur après 9 minutes de temps écoulé. Eh bien, jusque 18 minutes, on va voler ce cap correctif. Enfin, jusque 18 minutes, ou du moins jusqu'au moment où vous constatez formellement que vous êtes de retour sur votre track, évidemment. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes de retour sur le track désiré et que vous confirmez ce fait, eh bien, vous allez updater le cap que vous aviez calculé au départ. Puisque ce cap que vous avez calculé au départ, ben, il vous a mené dans l'erreur. Alors, le cap à reconsidérer pour voler le restant du leck, ce sera le cap calculé de départ, additionné ou soustrait de une fois l'erreur de track. Donc, on avait constaté une erreur de track de 6 degrés. On avait calculé un cap de 350 degrés. Et bien donc, une fois qu'on est de retour sur le track désiré, on va voler un cap pour le restant du leck de 344 degrés. C'est ce que j'ai inscrit en haut à droite de l'image. Qu'en est-il maintenant d'une situation où on constate une erreur par rapport à la route désirée et que l'avion se situe après la moitié du leck? Alors, c'est la situation que j'ai schématisée sur cette image-ci. On a toujours une route désirée qui va vers le nord de 360 degrés. On a toujours un cap magnétique calculé avant le vol qui était de 350 degrés en bas à droite de l'image. On a toujours le même vent. Alors, on vole ce leck de navigation et vous voyez, j'ai mis un point orange qui se situe environ à mi-chemin entre 15 minutes et 18 minutes. Donc, c'est-à-dire à 16 minutes 30. Et donc, vers 16 minutes 30 de vol, vous constatez que votre avion est trop à gauche de la route désirée. Alors, la méthode utilisant les drift lines va consister, lorsque l'avion se situe après la moitié du leck, à additionner les erreurs, donc les écartements par rapport à la route désirée, depuis le point tournant d'origine et depuis le point tournant vers lequel l'avion vole. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que
par rapport au point tournant d'origine, on estime à vue, en tenant compte de la proportion par rapport au drift line, une erreur de 5 degrés trop à gauche. Et par rapport au point tournant vers lequel on vole, eh bien, on constate une erreur de 8 degrés. Alors, la méthode utilisant les drift lines, lorsque l'avion se situe après la moitié du leck, eh bien, elle va consister à faire la somme de ces deux erreurs de dérive, ce qui fait donc 5 plus 8, 13 degrés, et d'appliquer cette somme au cap calculé d'origine, à savoir 350 degrés, de sorte à obtenir le cap correctif. Et donc, ça va donner un cap correctif CH de 0,03. Et la méthode veut qu'on vole ce cap correctif jusqu'à atteindre le point tournant de fin du leg. Donc en théorie, en volant le cap 003, ben vous allez tomber grosso modo sur le point tournant de fin du leg après l'écoulement du timing. Alors, jusqu'à présent, j'ai outrepassé une des colonnes du navlock qui s'appelle Compass Heading. Et vous voyez que juste au-dessus de Compass Heading, vous avez une case DEV avec un plus et un moins. En fait, ce DEV, c'est pour Deviation. Donc, précisément, Magnetic Deviation, en français, la déviation magnétique. Alors, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en fait, votre boussole, du fait même d'être à l'intérieur de votre avion, eh bien, elle va être perturbée par l'environnement électronique ainsi que l'environnement ferromagnétique de l'avion, si bien que eh bien, votre boussole, elle n'affiche pas en fait un cap magnétique qui est tout à fait exact. Elle affiche un cap affiché ou cap compas ou encore cap boussole. C'est ce qu'on appelle un compass heading. Donc le compass heading, c'est ce que votre boussole affiche, mais qui n'est pas un cap magnétique tout à fait exact du fait de cette erreur de déviation. Alors, cette erreur de déviation, elle est mesurée à la maintenance pour chaque avion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à bord de chaque avion, vous êtes censé retrouver une carte de déviation magnétique. Alors, la carte de déviation magnétique, en voici une en exemple. Vous avez en fait différentes valeurs chiffrées. Et tout à fait à gauche, vous avez, vous voyez, for. Traduction en français, ça veut dire pour. Et vous avez steer. Steer qui veut donc dire ce que vous devez voler, ce vers quoi vous devez diriger votre avion en fait. Alors, pour prendre un exemple, eh bien si vous regardez par exemple pour donc for 0,30, donc pour en fait pour voler un cap magnétique de 0,30 degrés, eh bien, on vous dit que vous devez viser sur votre boussole. Donc, en fait, vous devez voler un cap affiché à la boussole de 0,27. Donc, vous avez une erreur de déviation magnétique de moins 3 degrés. Et donc, en fait, à bord de l'avion, si vous avez calculé un cap magnétique pour votre leg de 0,30, eh bien, vous devez voler vous devez voler un cap affiché à la boussole de 0,27. Alors, comment est-ce que vous allez utiliser ça? Vous utilisez ça en vous simplifiant la vie, en arrondissant. Hein. Donc, par exemple, pour le cap qui va vers le point Sierra de Charleroi, on avait calculé un cap magnétique de 177. Eh bien, la valeur la plus proche dans la carte de déviation magnétique, c'est en fait le cap sud lui-même, donc le S. Et donc, pour un cap sud, la déviation magnétique est telle que le cap que vous devez voler à la boussole, c'est un cap 181.
Donc vous avez 1 degré d'erreur aux alentours du cap magnétique sud. Eh bien donc si vous devez voler un cap magnétique 177, eh bien vous allez voler du coup un cap magnétique de 178 étant donné qu'aux alentours du sud, l'erreur de déviation magnétique est de plus 1 degré. Alors, dernier complément au niveau de la navigation en vol, c'est la méthode du dogleg. Alors, un dogleg, c'est une méthode qui vous permet en fait de volontairement dévier de votre route de sorte en fait à éviter soit un phénomène météo ou à éviter par exemple une zone prohibée que peut-être vous n'auriez pas vue le long de votre lek au stade de la préparation. Alors ici j'ai pris pour exemple de nouveau une route qui va vers le nord. Donc le point tournant d'origine se situe au bas de l'image et le point d'arrivée à la fin du lek au-dessus de l'image. Et qu'est-ce qu'on a? Imaginons que en approchant des 6 minutes, j'ai mis les time ticks ici en vert sur cette image. Eh bien, en vous rapprochant des 6 minutes, vous constatez devant vous une cellule orageuse que j'ai dessinée en rouge sur l'image. Alors évidemment, vous allez l'éviter. Alors première chose, comment allez-vous l'éviter? En déviant de votre route initiale par la gauche ou par la droite? Eh bien, si on imagine un vent du 270 degrés 20 nœuds, et si on imagine que cette cellule orageuse va se déplacer avec le vent, eh bien, on va certainement faire le dogleg par la gauche. Parce que si on fait le dogleg par la droite, en fait, le vent va souffler cette cellule sur nous lorsqu'on effectue la manœuvre. J'ai dessiné le fameux dogleg en pointillé bleu. Alors, il y a plusieurs versions à ce dogleg, parce qu'il y a le dogleg par triangle équilatéral de 60 degrés, c'est celui que en fait j'ai représenté ici, mais vous avez une autre version du dogleg qui est le dogleg trapézoïdal dont je ne vais pas discuter ici. Alors, revenons à notre problème. On approche des 6 minutes de vol et on constate devant nous une grosse cellule orageuse qu'on aimerait éviter. Bon, on va l'éviter par un dogleg par la gauche. Alors la technique du dogleg par triangle équilatéral va consister à dévier de notre route initiale de 60 degrés. Dans ce cas-ci, 60 degrés par la gauche, et de lancer un chronomètre pour mesurer le timing. Donc on vire de 60 degrés à gauche en lançant le chrono. Et on va voler cette déviation par rapport à notre route d'origine. Donc imaginons le scénario sans vent, on avait un cap pour aller d'un point tournant à l'autre de 360 degrés, mais dans ce cas-ci, ça donnerait un cap par la gauche de 300 degrés. Et on vole ce cap de 300 degrés pendant X minutes. C'est le X' que j'ai écrit. En fait, on vole X minutes de sorte à éviter le phénomène ou la zone qu'on veut éviter. Alors imaginons dans ce cas-ci que le X est 7 minutes de vol. Donc pendant 7 minutes de vol, on vole un cap 300. Et au bout de 7 minutes, on voit qu'on est suffisamment espacé vis-à-vis du phénomène dangereux qu'on voulait éviter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre route de départ. Alors pour revenir sur notre route de départ, il va falloir en fait virer de 120 degrés vers la droite dans ce cas-ci. Et on va revoler en fait environ
7 minutes dans notre exemple. Donc en fait, on dessine un triangle équilatéral. Hein, on a volé un premier leg de 7 minutes et on revole un autre leg de 7 minutes pour revenir sur notre route. Et après 7 minutes, ben, théoriquement, on est de retour sur notre route de départ. Quelle va être la correction à appliquer au niveau du timing pour le leg, puisqu'évidemment on s'est écarté de notre route, donc on a forcément pris du retard. Alors cette méthode du dogleg par triangle équilatéral va aboutir à un retard au niveau du timing qui équivaut au timing de un leg du dogleg. Donc ici, le dogleg qu'on a effectué pour éviter le phénomène météo, c'était x'. Hein, eh bien, imaginons que ce soit 7 minutes. Donc on a volé 7 minutes à 60 degrés par la gauche pour éviter le phénomène. Et puis, on est revenu sur notre leg en revolant 7 minutes. Eh bien, on aura un retard de 7 minutes. C'est pour ça que j'ai écrit IIT plus x'. Donc, le x vaut l'équivalent d'un leg de ce triangle équilatéral.